ans après la tragédie des Boys in Red, la ville de Bathurst a décrété une journée de deuil annuelle pour commémorer les 8 personnes décédées dans l'accident. Le 12 janvier 2008, 7 joueurs de l'équipe de basketball et une enseignante ont perdu la vie. Héloïse Barguin nous parle des cérémonies d'aujourd'hui, mais d'abord, Michel Nog retrace le fil des événements. L'endroit où est survenue la tragédie des Boys in Red est rapidement devenu un lieu de recueillement à la mémoire des victimes. L'état de cette fourgonnette donne une idée de l'impact. Peu après minuit, le 12 janvier 2008, le véhicule qui transporte une équipe de basketball de Bathurst High heurte de plein fouet un camion semi-remorque à peine 5 minutes avant d'arriver à destination. Le conducteur a perdu contrôle de la wagonnette, puis a croisé la ligne du milieu, puis a rentré dans le semi-trailer. L'émotion est à son comble lors des funérailles communes des 7 joueurs des Phantoms. Le lendemain, les collègues et amis de l'enseignante Elizabeth Lord lui font leurs adieux en privé. J'avais pas ce point-là hors de tout doute raisonnable pour pouvoir déposer une charge au tribunal. Lorsque la police décide de ne pas porter d'accusation criminelle contre l'enseignant qui conduisait la fourgonnette, les proches des victimes sont outrés. But some accountability should be laid. Des parents d'élèves décédés mènent une campagne pour que des pneus d'hiver soient placés sur des minibus qui servent à transporter des équipes sportives. We want to do something to change the legislation. Par la suite, le ministère de l'Éducation renforce la réglementation. À chaque fois qu'on embarque à bord de l'autobus, on prend la roue, il y a encore cet événement-là qui nous affecte à tous les jours. Un jury recommande que tous les chauffeurs aient des permis de niveau 2 lors de déplacements parascolaires. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire notre deuil de façon qu'on était supposé de le faire. Le ministre de l'Éducation, à l'époque, rejette cette recommandation clé. Il y a un problème d'argent. On ne peut pas le nier. Obviously, they don't give a damn about what we lost. Ils se foutent complètement de ce qu'on a perdu, lance ici Anna Acevedo, la mère d'une des victimes. 10 ans après l'accident, le Nouveau-Brunswick et 4 autres provinces interdisent les fourgonnettes à 15 passagers pour le transport d'élèves. Sauf que le Québec pense les autoriser de nouveau. On va jamais oublier, c'est pas sûr. Malgré les années qui passent, la douleur reste vive pour toute une communauté. Ici Michel Nog, Radio-Canada, Moncton. Leur mémoire ne s'éteindra jamais. C'est la promesse que cette mère s'est faite. Il y a 10 ans, son fils, ainsi que 6 de ses camarades, perdaient la vie sur ce bord de l'autoroute. Seul vestige de l'accident aujourd'hui, la douleur et les souvenirs. We talk about them and sometimes we laugh, we cry. On parle d'eux, parfois on rit, parfois on pleure, dit-elle. Comme Isabelle Heinz, plusieurs personnes viennent chaque année se recueillir sur les lieux de l'accident. Des amis, des inconnus, et parmi eux cette année, le maire de Bathurst. Une première selon l'organisatrice de la vigile. Ça fait mal encore, ça va toujours faire mal parce que c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Puis c'est arrivé. Donc chacun le vit différemment, mais qu'est-ce qui est commun, c'est la peine. Pour la première fois cette année, la ville a décrété une journée de deuil. Les drapeaux ont été mis en berne et le parc commémoratif a été déneigé pour que le public puisse y accéder. Ce qui n'est d'habitude jamais fait. Du côté de l'école secondaire anglophone, les jeunes ont observé une minute de silence sur l'heure du midi, tout en arborant les couleurs de l'équipe de basketball. Des gestes sobres, mais forts en symbole. Isabelle se réjouit que la ville souligne maintenant la date du 12 janvier, mais une question demeure. I ask myself why. Why did they not do anything before? Pourquoi la ville n'a pas fait quelque chose de la sorte auparavant? Selon l'hôtel de ville, c'est à cause de la douleur encore très présente dans la communauté. Car même si certaines familles apprécient cette nouvelle journée de deuil annuelle, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres nous ont partagé un peu pas leur mécontentement, mais un peu cette peine qui entoure cette journée, puis qui aurait peut-être préféré qu'on fait rien. Une décennie après, les cicatrices sont encore bien visibles. Jeudi soir, Isabelle est la seule présente parmi tous les parents endeuillés.
Sur son téléphone, elle guette l'heure fatidique de minuit 8. Là où 10 ans plus tôt, sa vie a basculé. Ici Louise Barguin, Radio-Canada, Bathurst. Très présent dans ma vie. Très présent. Il n'y a pas 5 minutes que je ne pense pas à Cody. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ginette Aymon a perdu son fils dans cette tragédie. François Vigneault l'a rencontré, ainsi que le prêtre qui a eu la lourde tâche de consoler les familles durant la nuit fatidique. Cette photo a été prise quelques mois avant son décès. Ginette Aymon a eu le malheur de perdre son fils Cody dans l'accident tragique de la nuit du 12 janvier 2008. Une nuit qui avait les allures d'un cauchemar. C'était surréel. Cette nuit-là, c'était... c'est comme... Ça se peut pas, là. Qu'est-ce qui se passe? La perte de son fils a laissé un vide impossible à combler. Malgré tout, elle savait qu'elle ne pouvait se laisser abattre. Très vite, je me suis dit que mes 2 autres enfants avaient besoin d'une mère en santé. Émotionnellement et physiquement. Eux autres avaient le droit d'avoir une enfance aussi normale qu'ils pouvaient avoir. Durant les premières années qui ont suivi, Ginette Aymon restait à la maison la journée du 12 janvier au lieu de se rendre au travail. Mais 2 ou 3 ans plus tard, elle a changé sa façon de faire. Pourquoi je fais ça? C'est Cody, je l'ai eu avec moi pour 17 ans. Célèbre ces 17 ans-là que tu as eu avec lui. Les bons moments que tu as eu avec lui. C'est un être extraordinaire pour moi. L'appel a sonné à 1h10 de la nuit. Alors je me suis présenté, puis là on m'a dit il y a un accident grave. L'aumônier de l'hôpital régional Chaleur de Bathurst a eu la difficile mission de réconforter les familles. Vers 4 heures du matin, en compagnie d'un policier et d'une équipe médicale, le père Jean-Robert Légère s'est rendu dans la salle où attendaient les proches des victimes. C'est la première chose qui m'a dérangé. Quand on est rentrés les 4, il y a eu un silence, c'est le cas de le dire, de mort. Et puis, quand tu vois le prêtre là, avec la police là, dans la nuit, là, tout le monde sait que c'est pas des bonnes nouvelles. Ginette Aymon, elle, tente d'imaginer parfois ce que serait devenu son fils, qui aurait maintenant 27 ans. Je le vois certainement avec une famille. Je le vois avec des enfants. Cody aurait été un papa extrêmement protecteur, pour commencer. Parce qu'il y avait ça dans lui, mais même si elle a appris à vivre sans son fils aîné, une chose n'a pas changé depuis la nuit de la tragédie des Boys in Red. Oui, le temps est ce côté-là. Mais la douleur et la peine est aussi intense qu'elle l'était 10 ans passés. Ça change pas. Ici François Vigneault, Radio-Canada, Bathurst. Une tempête de